Le président de la République a pris la décision de décréter un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il s'agit d'une des réponses radicales que Félix Tshisekedi prévoyait contre l'insécurité dans la partie est du pays. Le Conseil de sécurité extraordinaire dans le Haut-Katanga, présidé par le Premier ministre, a salué les efforts fournis par les FARDC pour éliminer la menace de la milice Bakata Katanga. Jean-Michel Samalukonde a instruit au service de sécurité d'instaurer l'autorité de l'État. Toujours à Lubumbashi, Marie-Olive Lembe-Kabila a posé les valises de son ONG Initiative Plus pour toute la région du Grand Katanga. L'épouse de l'ancien président de la République a affirmé au cours de cette manifestation symbolique que Joseph Kabila s'est battu encore pour le retour de la paix dans le pays. Enfin, 1er mai, journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République pour commémorer la fête du travail. Quelques commémorations ont eu lieu à travers le pays. Vous suivrez dans ce journal le cas de Kinshasa et du Congo central. Mesdames et messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi l'avait prévenu, la riposte face à la souffrance des populations dans l'est du pays sera impitoyable. Au cours du premier conseil des ministres du gouvernement Samalukonde ce vendredi, le président de la République a fait savoir aux membres du gouvernement sa décision de décréter l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont à l'heure actuelle les plus inquiétées par la menace terroriste. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui l'a fait savoir lors du compte-rendu. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministres en a pris acte. Une information nous est justement arrivée en dernière minute de la part de nos correspondants dans le Nord Kivu. Il s'agit de l'assassinat en plein culte de Cheikh Ali Amini à Beni. Les faits se sont déroulés à l'intérieur même de la mosquée alors qu'il conduisait la prière. Il a été atteint par des balles dans la tête ce soir même à la mosquée centrale de Beni. D'après certaines sources dans la région, il avait été convoqué quelques jours plus tôt par les services de sécurité pour de renseignements après l'interpellation d'un commando ADF et depuis de lourdes menaces pesé sur sa vie. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Sécurité toujours, juste après ce premier conseil de ministres évoqué tout à l'heure, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde s'est envolé pour Lubumbashi où ce matin il a présidé un conseil extraordinaire provincial sur l'état des lieux de ces secteurs dans le Haut-Katanga. Avec le gouverneur Jacques Kabula Katwe, le premier ministre a salué les efforts des FARDC pour stopper la menace des miliciens Bakata Katanga tout en appelant à l'instauration de l'autorité de l'État. Il ressort qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, hormis quelques faits saillants enregistrés ça et là. Entre autres, la menace Maï Bakata Katanga, réduite sensiblement par les dispositions sécuritaires mises en place, lesquelles ont permis d'arrêter un grand nombre parmi ces enfants égarés. La criminalité qui a sensiblement baissé, bien qu'elle se caractérise encore par des cas de vol à travers les fenêtres, particulièrement à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, dont souvent les auteurs sont des civils et parfois en complicité avec les hommes en uniforme incontrôlés. Les vols des câbles électriques haute et moyenne tension de la SNEL perturbent la fourniture en énergie électrique dans plusieurs quartiers de la ville et causent des pertes énormes à cette société étatique. Au niveau de la frontière, la contrebande demeure d'actualité en début des dispositifs déployés pour lutter contre cette fraude qui gangrène les recettes du trésor public.
Face à ce tableau sombre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a promis un appui à la province pour lutter contre toutes ces menaces. Il a en outre instruit le Conseil de s'assurer que l'État n'est pas nargué par des individus qui n'y cherchent que leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. L'autorité de l'État doit s'imposer. Après le Grand Kivu, il y a quelques mois, Marie-Olive Kabila s'est envolée dans le sud-est, cette fois pour installer son ONG Initiative Plus. Il s'agit d'un important bastion politique de son époux, le président de la République honoraire Joseph Kabila, et donc l'accueil et la chaleur ont été à la hauteur de sa notoriété. Au cours de la cérémonie officielle pour le lancement de ses activités, la présidente de la fondation a confié que son époux se battait encore aujourd'hui pour le retour effectif de la paix à travers tout le pays. L'entreprise Transconnexion Congo se dit prête à accompagner le gouvernement congolais dans le domaine de transport ferroviaire. Sa délégation a présenté son ambitieux projet au président du Sénat, Modeste Bahatsi-Lukwebo. C'était vendredi au cours d'une audience lui accordée au Palais du Peuple. Au président du Sénat, la délégation des Transconnexions a expliqué que la première partie du projet est essentiellement consacrée au transport ferroviaire urbain en collaboration avec la SCTP et la ville-province de Kinshasa, aussi dans le cadre du partenariat public-privé. Nous allons mettre ensemble un réseau de 300 km de rails, un projet à 4 phases. La première phase va aller de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Njili sur le 25 km. Et le président du Sénat nous a bien reçus. Il nous a aussi fait part de sa volonté d'accompagner le projet. Et nous rentrons comme des enfants de la maison qui ont été bien reçus. Le financement, c'est en partenariat avec le partenaire chinois. Et la construction aussi sera faite par le chinois. Et puis la gestion, l'opérateur, nous sommes accompagnés par les entreprises françaises et italiennes. Une autre entreprise qui veut évoluer dans le même secteur, c'est ARSS RDC. Sa délégation a informé le président du Sénat de ce projet. Par le chemin de fer, ARSS République démocratique du Congo compte relier Kolwezi à Johannesburg en passant par Ndola en Zambie. Il faut le dire, cette entreprise sud-africaine travaille en collaboration avec la Société nationale de chemin de fer du Congo. Sous un autre chapitre, les experts électoraux conduits par Jean-Louis Sambo sont allés faire part à Modeste Bahatsi-Lukwebo de leur disponibilité à accompagner le Sénat dans les réflexions ayant trait aux questions électorales. Nous avons voulu partager avec lui certaines préoccupations et nous avons voulu aussi offrir notre expertise pour essayer d'apporter du sang neuf à la démocratie de la République démocratique du Congo. Les experts électoraux disent avoir la maîtrise des opérations et de la cartographie électorale. Le bureau des consultations électorales se met à la disposition de la Chambre haute du Parlement lors des travaux sur la loi organique dans le cadre de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. En bref encore, Dieudonné Kaluba, élu il y a quelques jours par ses pairs pour présider aux destinées de la Cour constitutionnelle, a été officiellement investi par le président de la République, Félix Tshisekedi, ce samedi. Il succède donc à Évariste Funga, qui a un temps assumé l'intérim de Benoît Lomba, démissionnaire pour des raisons de santé. Avocat réputé, il a été un acteur clé du procès de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, actuellement condamné à 20 années d'emprisonnement. La République démocratique du Congo a célébré les travailleurs comme chaque année ce samedi. Anticiper, se préparer et répondre aux crises, s'investir maintenant dans des systèmes de sécurité et santé au travail résilients. C'est le thème retenu pour cette édition. À Kinshasa, une cérémonie officielle a été organisée dans un format réduit à cause de restrictions sanitaires avec la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, avec comme mot d'ordre promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. La commémoration de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, cette année marquée par l'avènement de la pandémie à Covid-19, est une occasion pour le monde du travail de renforcer des stratégies des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures.
C'est dans cette optique que la République démocratique du Congo, à travers son programme d'action 2021-2023, en son 11e pilier, axes 52 et 53, place les questions d'emploi au cœur de la politique nationale, dans le but d'améliorer les conditions des travailleurs. Le monde a connu en décembre 2019 un nouveau type de coronavirus et s'est rapidement répandu à l'échelle mondiale et ses effets négatifs ont affecté tous les domaines de la vie humaine. Dans son discours, la ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Goussi a réaffirmé sa détermination, celle de concrétiser la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en réhabilitant les secteurs formels. La journée mondiale de la sécurité et santé au travail a été une invitation à coaliser nos efforts pour la prévention des risques professionnels en République démocratique du Congo. Ainsi, je me fais le devoir de vous rassurer que la reconstruction de notre pays passe par le travail décent et une justice sociale pour le développement durable, seul moyen pour lutter contre la pauvreté. Il s'y est de signaler que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment des ministres du nouveau gouvernement, députés et sénateurs, ainsi que quelques corps diplomatiques. Au Congo central, le ministre provincial en charge du travail, justement, Guilain Pansou, a rencontré, lui, de son côté, l'intersyndicale provinciale à l'occasion de cette journée leur dédiée. C'était à Matadi, chef-lieu de la province. C'est en sa qualité du ministre provincial en charge du travail du Congo central que l'ingénieur Guilain Pansou préside la cérémonie marquant la fête du travail, célébrée cette année avec comme thème « Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation ». C'est au nom du gouverneur de province Atoumata Bouana que l'employeur et l'employé ont échangé autour des conditions de travail dans les secteurs publics et privés. On ne peut jamais parler de travail sans l'homme, étant donné qu'il est la première ressource au sein d'une entreprise. Sans l'intervention de ce dernier, le travail est impossible. Ainsi, cet appel lancé va permettre aux responsables des entreprises, tant publiques que privées, et l'intersyndicale tel que réunie ici, au fin de réfléchir sur les mécanismes appropriés devant faciliter la promotion de façon durable du secteur de l'emploi et du travail dans notre province du Congo central. Pendant l'activité, un cahier des charges de travailleurs a été remis au ministre provincial du Travail autour de la problématique de la sous-traitance, le non-respect des SMIC, l'insuffisance des inspecteurs de travail, occasion pour Guilain Pansou de rassurer de l'implication du gouvernement provincial. Quant à ce... Le gouverneur de province, son Excellence Atoumata Bouana, s'employera à cela. Dès la semaine prochaine, lui-même il sera sur terrain pour voir si le SMIC est vraiment appliqué dans nos différentes entreprises. Cette journée internationale du travail donne le coup d'envoi pour l'instauration du monde de travail au Congo central. Parlons de cette tournée du directeur général des lignes maritimes congolaises qui a été bouclée à l'étape de Bunia dans la province de l'Ituri. Cédric Chizaïnga s'est entretenu avec les différentes autorités de la région en vue de l'installation très prochaine de ses portefeuilles sur place. Après Goma et Bukavu, Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri, a constitué la dernière étape du marathon du directeur général des lignes maritimes congolaises, Cédric Chizaïnga. Sur place, les patrons des LMC a rencontré solennellement la ministre provinciale des Transports, mais aussi le vice-gouverneur, auprès de qui il a pu recueillir les avis et considérations en prévision d'une prochaine installation des LMC dans la province. Cédric Chizaïnga, directeur général, a rassuré que l'ouverture de nouvelles lignes et la construction du port sec constituera une occasion de relance de cette entreprise du portefeuille de l'État, tel que le souhaite le président de la République lui-même. Nous sommes en Ituri. L'Ituri étant une province prospère, nous sommes venus voir dans quelle possibilité nous pouvons installer les lignes maritimes congolaises, qui est une entreprise du portefeuille de l'État et qui agit dans le commerce extérieur, plus dans le transport maritime et multimodal. C'est ainsi qu'il était pour nous primordial de voir le gouverneur, étant le chef des villages, pour avoir des orientations. Comment est-ce que LMC pouvait aussi s'accrocher dans les développements de cette province, malgré bien sûr les à côté, la sécurité et le risque. Nous pensons et nous croyons que c'est une province qui peut servir. Profitant de son séjour à Bunia, le directeur général des LMC a rencontré les staffs dirigeants de Logifrem, avec qui ils ont échangé sur le fonctionnement de cette entreprise dans la région. Les lignes maritimes congolaises, autrefois Compagnie maritime du Congo, servent le pays depuis bientôt un demi-siècle.
Lancement ce lundi 3 mai à Kinshasa de l'opération des signatures de la pétition pour la suppression des institutions inutilement budgétivores, notamment le Sénat, le CENSA et le Conseil économique et social par le coordonnateur du Front patriotique 2023, Steve Mbikai. L'annonce a été faite au cours d'une réunion entre les présidents des partis et personnalités politiques membres du FP 2023. Les partis et personnalités politiques membres du Front patriotique 2023 se sont réunis à Kinshasa en vue d'organiser l'opération des signatures de la pétition pour la pétition des institutions qu'ils qualifient d'inutilement budgétivores dans la ville de Kinshasa. Après débat et délibération, la date du lundi 3 mai a été retenue pour le début de cette opération dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les sites ci-après ont été retenus comme permanence pour cette opération. Il s'agit de toutes les universités et instituts supérieurs de la capitale. 2. Le siège du parti travailliste sur le boulevard Saint-Louis. 3. La place commerciale 7e rue Limété. 4. Super Lumba. 5. Rond-point Gaba. 6. Changou, quartier 3 Massina, boulevard Lumumba numéro 1, immeuble Victor Hugo. 7. Rond-point Victoire. 8. Kitambo Magasin. Le Front patriotique 2023 rappelle à l'opinion nationale que la suppression du Sénat, du CENSA, du Conseil économique et social et de toutes les autres institutions inutilement budgétivores permettra au président de la République de faire des économies à affecter aux besoins sociaux de la population, tels que la desserte en eau et en électricité et la restauration de la bourse d'études pour les étudiants. Il faut noter que cette activité s'inscrit dans le cadre du deuxième phase de la caravane patriotique lancée par les coordonnateurs du FP 2023 Steve Mbikai sur toute l'étendue du territoire national en vue de vulgariser les objectifs de son mouvement. Le parti lumumbiste unifié El Mayobo s'apprête à organiser le deuxième congrès dans les jours à venir. Conformément aux statuts et règlements du parti, le comité préparatoire mis en place pour ce congrès vient d'achever sa mission. Il a rendu le rapport final au comité exécutif du PALU après 6 mois de préparation. Tout est prêt pour l'organisation du deuxième congrès du parti lumumbiste unifié. Congrès de rassemblement et d'unité. Pour ceux qui sont dans la technologie moderne, on passera du PALU 1.0 au PALU 2.0. Après 6 mois de travail, le comité préparatoire du parti lumumbiste unifié El Mayobo vient de remettre le rapport final de ses missions au comité exécutif qui lui avait mis en place. Le compte rendu de ces rapports a été lu au cours d'une matinée politique organisée au siège du parti. Le congrès va durer 7 jours. 7. Okay. C'est beaucoup, pourquoi? Parce que ça fait quand même 57 ans depuis qu'on n'a pas eu le congrès. Jour J1, ouverture du congrès, mise en place du bureau provisoire, motion sur les règlements intérieurs. Jour J2, mise en place du bureau définitif. Jour J3, les travaux en commission et sous-commission. Et le présidium doit continuer à recevoir les thèmes étant annoncés, les avis de la base. Pas des éléments que vous allez nous envoyer. Par exemple, tous les membres du bureau politique qui doivent venir, envoyer la photocopie de votre carte de membre. Nous allons voir est-ce que vous payez les cotisations. Les lumumbistes du El Mayobo n'attendent plus que la tenue de ces congrès. Installation du comité des femmes de l'organisation non gouvernementale promouvoir la santé communautaire au district de la Tchangou à Kinshasa par sa présidente. Une occasion pour ces femmes d'échanger autour des missions assignées à cette organisation à vocation sanitaire. À Kinshasa, capitale de la RDC, plusieurs associations ont vu le jour, mais quelques-unes seulement se démarquent de par leur implication. C'est le cas du PSC, promouvoir la santé communautaire, qui se distingue en associant la gente féminine pour son épanouissement.
Nous sommes à Njili, où la présidente de cette structure, Thérèse Samela Mokako, a effectué son déplacement pour installer le comité des femmes du PSC Tchangou. Devant plusieurs femmes, la présidente de cette TSBL a expliqué ses objectifs et ses activités. Très intéressées, ces femmes ont posé des questions qui ont reçu aussi des réponses. Pour renforcer ces comités mis en place, des outils de travail ont été remis à cette équipe. C'est ces mamans, leur volonté de vouloir venir et d'assister cet engouement. Le dialogue qu'il y a eu a fait à ce que je découvre un peu plus ces femmes et que dans l'avenir, nous allons travailler dans la concorde, l'unité et pour le développement de la femme congolaise. Thérèse Nzamela, nouvelle présidente également de la Ligue des femmes de l'Union démocratique africaine, parti cofondateur de l'AFDC, a partagé quelques vivres avec les membres de cette ONG, une façon de communier avec la femme du district de la Tchangou. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République a pris la décision de décréter un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il s'agit d'une des réponses radicales que Félix Tshisekedi avait promis contre l'insécurité dans l'est du pays. Le Conseil de sécurité extraordinaire dans le Haut-Katanga, présidé par le Premier ministre, a salué les efforts fournis par les FARDC pour éliminer la menace de la milice Bakata Katanga. Jean-Michel Samaloukonde a instruit au service de sécurité d'instaurer l'autorité de l'État. Toujours à Lubumbashi, Marie-Olive Lembe-Kabila a posé les valises de son ONG Initiative Plus pour toute la région du Grand Katanga. L'épouse de l'ancien président de la République a affirmé au cours de cette manifestation symbolique que Joseph Kabila se battait encore aujourd'hui pour le retour effectif de la paix. Vous avez suivi 1er mai, journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République pour commémorer la fête du travail. Quelques commémorations ont eu lieu à travers le pays. Vous avez suivi dans ce journal le cas de Kinshasa et le Congo central. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Bonne fête de travail à toute l'équipe technique qui m'a soutenu pour la réussite de ce journal. Également à tous les travailleurs qui nous ont suivis à la maison. Vivez heureux, vivez sans temps. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique informe la population congolaise qu'il se constate depuis quelques jours l'existence de plusieurs faux comptes créés en son nom sur les réseaux sociaux. Les 10 comptes, comportant d'ailleurs des faux renseignements sur sa personne, sont utilisés pour rançonner la population. Ainsi donc, l'excellence Aminata Namazia n'est pas responsable de tous ces abus et turpitudes. Fait à Kinshasa, le 1er mai 2021, Madame Aminata Namazia, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique.